Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une artiste pluridisciplinaire. Vous reconnaîtrez sa voix à coup sûr. Chant, comédie. L'artiste que je reçois aujourd'hui est une chanteuse et comédienne qui a su faire vibrer les plus belles scènes du monde entier. Si, du monde entier. Son talent s'exprime à travers le jazz, la pop, la country, le folk et surtout dans l'univers des comédies musicales où elle excelle depuis des années. Eurovision, The Voice, Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, Holiday on Ice, Disney en concert. Elle a marqué de son empreinte ses spectacles mythiques tout en mettant son talent au service des causes humanitaires comme l'UNICEF et Audition Solidarité. Mais aujourd'hui, c'est elle que nous allons découvrir. Son parcours, ses défis, ses rêves. Depuis 5 ans, elle est aux Folies Grusses. Elle joue et chante jusqu'à vous hérisser le poil. La femme que je reçois ce jour a le teint diaphane, l'œil brillant et l'audace permanente de recréer du renouveau et les rencontres intuitives et félines, sensibles et puissamment douées. Notre invitée du jour est une interprète passionnée, mais aussi une femme engagée. Comment trouve-t-on sa voix et son chemin dans le monde exigeant du spectacle vivant ? Comment se réinventer et continuer d'évoluer après plus de 15 années de carrière sur scène ? C'est avec Candice Paris qu'on en parle aujourd'hui. Bonjour Candice. Bonjour. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2025 ? Alors oui, je suis totalement d'accord avec cette devise. Je pense qu'il faut vraiment au maximum essayer de réaliser les rêves dont tu as envie, que tu souhaites, toutes les choses, enfin travailler dur pour en tout cas. On va parler de ton enfance. Tu es née avec la musique en toi. Peux-tu nous parler de tes premiers souvenirs ? Alors mes premiers souvenirs, j'avais 6 ans. Quand j'étais à l'école américaine, j'aimais beaucoup chanter parce que c'est vrai qu'en système américain, la musique est aussi importante que les maths, que le sport, que tout. Et donc, je passais beaucoup de temps en cours de musique. Et puis un jour, le prof de musique nous a demandé d'apporter une chanson. Et à l'époque, mon beau-père, qui était également musicien polyinstrumentiste, m'a aidé à faire une petite chanson. Et du coup, je suis revenue, je l'ai chantée. Je l'ai même chantée avec toute l'école. C'était super sympa. Et puis voilà. Et ça, c'est vrai que je crois que ça a déclenché quelque chose parce que je me suis rendu compte que ça me faisait du bien de chanter et que c'était vraiment c'était comme réparateur et c'était très très agréable. Tu as grandi dans quelle région ? Alors j'ai grandi entre Paris et les Yvelines. Et tes parents étaient artistes ? Pas du tout. Alors, j'ai juste la chance que ma mère a toujours été très attirée par le milieu artistique. Donc, elle nous a mis au piano. Ma mère est architecte et expert judiciaire et mon père est médecin rhumatologue. Donc, rien à voir du tout. Mais voilà, après, ils sont évidemment très attirés par tout style de musique. Ma mère nous a fait écouter tous les styles. Mon père, à une époque, écoutait beaucoup d'opéra aussi, etc. Donc, dans ça, j'ai toujours été entourée par des gens qui aimaient la musique, en tout cas. Tu as évoqué ton beau-père. Tes parents sont donc séparés ? Oui, mes parents sont séparés depuis que je suis petite et c'est vrai que c'est depuis ce moment-là que je me suis rendu compte que la musique vraiment me faisait du bien. Quand dans les moments où j'étais un petit peu down, la musique aide toujours à sourire et à retrouver le moral. De quoi tu rêvais quand tu étais enfant ? Je sais pas si... Je rêvais pas de devenir chanteuse, en tout cas, parce que c'est arrivé beaucoup plus tard. Je pense que je rêvais de pouvoir vivre, en tout cas, de choses qui me faisaient plaisir, qui me faisaient du bien, qui me rendaient heureuse. Et à ce moment-là de ma vie, c'était l'équitation qui me rendait vraiment heureuse, je pense. Oui, c'était l'équitation, parce que j'ai commencé à monter à poney quand j'avais 6 ans, 5-6 ans à peu près, ouais. Et en fait, après, j'en ai fait tous les ans jusqu'à faire du saut d'obstacles, les championnats de France, etc. Et c'est là où j'ai choisi entre le chant et l'équitation. Mais à la base, c'était ça que je voulais dans ma vie. C'était devenir vraiment cavalière et en évoluer. Faire ton métier. Oui. Et pourquoi t'as arrêté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? passé ? Parce que le chant prenait trop de place et qu'il fallait faire des choix. Et qu'entre les concours d'équitation, les concours de chant, les castings, les formations, etc., il fallait choisir. Alors, on l'a compris, toute petite, toute jeune, tu prends des cours de chant. À 11 ans, est-ce que
parce qu'à 11 ans, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose d'important. Est-ce que tu t'es dit, OK, je vais faire carrière? Pas du tout. À 11 ans, j'ai pris des cours parce que ça me faisait du bien, que j'aimais bien prendre des cours, j'aimais bien chanter. Comme un hobby. Comme un hobby, comme quelque chose d'un peu aussi réparateur. J'ai commencé par le gospel et je trouvais ça fantastique parce que on est plusieurs, il y a une espèce d'unité qui se crée. Avec tout ce qui est négro-spirituel, on part vraiment juste de la voix, il n'y a pas d'accompagnement musical, etc. Et à l'âge de 13 ans, j'ai rencontré donc ma prof actuelle qui s'appelle Angie Cazobartias et qui est franco-américaine en plus, donc du coup, c'est vraiment super de pouvoir échanger avec elle parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Et à ce moment-là, je voulais vraiment travailler ma voix. Et donc, j'ai vraiment fait de la technique vocale non-stop pendant 1 an. Et après, on a évolué vers le fait d'aller vers des chansons, etc. Mais c'est vrai que dans ma tête, j'avais pas de projection de je veux devenir connue, je veux devenir une grande chanteuse. Enfin, je voulais savoir vraiment bien chanter, en fait. Quand dans ma description, je parle de ton teint diaphane et de ton audace, ce qui me surprend et qui me passionne chez toi, c'est ta capacité impressionnante de te former. Tu as fait le Studio Muller, l'école américaine, London School of Musical Theatre. Enfin, tu as vraiment été de celles qui vont dans la quintessence de la formation. Tu n'as jamais rechigné à apprendre la technique et à approfondir les choses. Bah non, tout simplement parce que moi, j'ai des parents qui sont assez bosseurs. Et quand je leur ai dit quand j'ai dit à ma mère que je voulais en faire mon métier, elle m'a dit, t'es sûre, hein, parce qu'il va falloir travailler dur. Hein. Et c'est vrai que voilà, ça n'a jamais été une histoire de c'est de la chance. Je sais que c'est du travail, je sais que c'est beaucoup de travail derrière. Je sais, quand j'ai rencontré Angie, qui m'a raconté son parcours, je sais que ça ne se fait pas comme ça. En plus, on est dans une génération à aujourd'hui qui est de plus en plus concurrentielle, où c'est pas seulement ton niveau de chant, c'est tout ce que tu sais faire en plus à côté. C'est aussi ton hygiène de vie, c'est tout ce qui est en lien étroit avec ton niveau, avec ton talent. Mais c'est du travail. Ça s'acquiert pas. Oui, on peut avoir un don à l'origine, etc. T'as des gens qui naturellement chantent très bien. C'est rare, hein, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on va aller chercher une technique, des outils, en fait, pour pouvoir s'appuyer dessus, on évolue encore mieux quand on a vraiment des outils dont on peut se servir. Je le vois bien quand j'ai certaines auditions et je me dis, waouh, je devais passer une audition, là, il y a quelques mois. Et les chansons étaient vraiment techniquement difficiles. Et là, je me suis dit, mais Angie, mais je la bénis parce que j'ai ces outils-là qui, des fois, sont au fond de ma tête auxquels je pense peut-être pas. Et en fait, elle me les a tellement inculqués qu'ils sont là et je dois déverrouiller une clé pour faire le truc. Et j'ai beaucoup de chance parce que quand on n'a pas certains outils, ça prend plus de temps parfois, en fait. Et c'est l'avantage, voilà, de pouvoir avoir, que ce soit les formations théâtrales, les formations vocales. Alors, malheureusement, je suis un peu moins bonne en danse et c'est ça qui pêche parfois, du coup, en comédie musicale. Mais c'est vrai qu'en comédie musicale, on ne nous laisse pas beaucoup de choix aussi. On est obligé d'avoir plusieurs casquettes, en l'occurrence. C'est rare qu'il y ait une artiste qui gère les 3 disciplines. C'est beaucoup plus aux États-Unis, en Angleterre, ils ont quand même un niveau supplémentaire là-dessus. Maintenant, en France, on devient quand même assez compétent parce qu'il y a beaucoup de formations qui se sont mises en place pour ça aussi. Tu parlais de ce déclic, ce jour où tu as dit à ta maman, je veux devenir artiste et je veux en vivre. T'avais quel âge ? J'avais 15 ans à peu près. 15 ans ? Ouais, j'avais à peu près 15 ans. Et comme moi, j'avais personne dans ma famille dans ce milieu-là, mon seul moyen de faire de la scène, c'était de faire des concours de chant. Donc ma mère, très gentiment, on en parlait la dernière fois pour les concours d'équitation, elle se levait pour les concours d'équitation pour m'emmener et pour les concours de chant où elle roulait la nuit pour que je puisse les faire dans le sud de la France, le week-end. Et puis on revenait pour que j'aille à l'école le lundi. Et c'est elle qui cherchait, qui enquêtait. Et du coup, elle regardait pour que je puisse m'entraîner quand j'étais sur scène, quoi. Enfin, m'entraîner à faire de la scène. Et donc, c'est à l'âge de... Ouais, je crois que c'est ça. C'est à peu près à 13, 14, 15 ans maximum. C'est à 15 ans que j'ai rencontré Bruno Berberès sur un concours de chant. Le fameux Bruno Berberès. On devrait lui dédier ce podcast. On lui dédie. Tu participes à la sélection française pour
l'Eurovision, c'est oui, ça? Oui, tout à fait. Ça, j'avais 18 ans. C'est d'ailleurs Bruno qui m'a appelée. Alors, raconte. Ouais, ça, c'était incroyable. Alors, ça fait vraiment Première partie... exposition médiatique. Ouais, ça fait vraiment partie de mes rêves. Ouais. C'était incroyable parce que... donc, il m'appelle, il me dit, voilà, est-ce que tu veux participer? Donc là, t'as 15 ans. Là, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans et il me dit... Jeune, quand même. Bah oui, 18 ans, vraiment, c'est très jeune, quoi. Et puis, à l'époque, moi, j'étais aussi un peu impressionnée. Et je lui dis, bah oui, j'adorerais. Donc, il me présente. Et donc, je me retrouve donc à la première étape où on est beaucoup. Premier casting. Voilà, premier devant casting. Lui. Non, pas... Enfin, lui, j'avais vu dans des concours de chant, etc. Donc, il m'avait vu plusieurs fois. Et puis après, j'avais certainement passé quelques petits trucs et tout. Et là, il y avait plein d'autres jurys, etc. Et donc, je passe la première étape. Et puis, je me retrouve donc dans les 10 dernières pour représenter Paris-Île-de-France. Je gagne, donc je représente Paris-Île-de-France. Et puis là, donc, c'était une émission sur France TV. Et donc, je suis arrivée dans les 10 dernières à l'époque. Et c'était incroyable. Alors, est-ce qu'à l'époque, si j'avais gagné pour représenter la France, je ne sais pas si j'aurais été assez forte à 18 ans, parce que c'était quand même assez impressionnant, mais je garde un excellent souvenir de... Il y a une préparation mentale. Bien sûr, inévitable. Mais je pense que c'est mieux si on est peut-être un peu plus vieux, parce que moi, en tout cas, je garde un super souvenir. Dans le jury, il y avait Natacha Saint-Pierre, avec qui j'ai travaillé quelques années plus tard sur Le Magicien d'Oz, il y avait Lara Fabian, il y avait Charles Aznavour, il y avait Gage, c'était fou. C'était un moment à 18 ans incroyable. Raconte-moi ta première rencontre avec Bruno Berberès. Tu m'as raconté une anecdote. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, alors je sais pas si ça va lui plaire, mais c'est pas grave. C'est très drôle. Pour tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est important parce que justement, se préparer à un casting, ça fait partie de ça. Quand on vient et qu'on pense juste qu'accompagné de son talent, de sa voix, il n'y a pas que ça. Non. Raconte-moi ton premier casting. Alors, le premier concours de chant, ça, j'avais 13 ans, c'était à Bordeaux. Mais après, à 15 ans, quand j'ai rencontré Bruno, c'était très drôle parce que c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est robe à paillettes, etc. Donc, je m'habillais toujours un peu beaucoup pour les concours. Et donc, c'était un concours qui était à Montélimar, qui s'appelle le Tremplin des Étoiles, qui est maintenant un très gros concours. Et puis, je descends de scène. Et puis, j'avais donc une longue robe bleue avec plein de paillettes en haut. Et j'avais mis un petit sweat qu'on zip comme ça. Et Bruno arrive vers moi et il me défait le zip. Il me fait... Mais qu'est-ce que c'est que cette robe-là? Il me dit, la prochaine fois, tu mets un jean et un t-shirt blanc, parce que tu chantes super bien, mais la tenue, ça, c'est pas possible. Hein. J'étais pliée, je me suis dit, mais c'est qui, lui? Moi, je savais pas qui c'était à l'époque. Oh là là, et j'étais morte de rire. Et puis après, il m'a jamais quittée depuis ce moment-là. Et il est d'une fidélité absolue. Il m'a toujours soutenue. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. C'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément et j'en profite pour le remercier pour son soutien continu. Avec tout ce travail qu'il a, on se demande comment il fait pour accompagner d'aussi près tous les artistes. Je pense que c'est beaucoup d'amour et d'envie. Je pense que c'est quelqu'un qui a des valeurs fortes et profondes et que quand il a décidé que cette personne en valait la peine, alors je suis pas en train de dire que les autres ne valent pas la peine, hein, bien sûr, mais qu'il a décidé de s'impliquer, de s'investir, il va le faire jusqu'au bout et il va écouter, il va prendre le temps, il va répondre. Bruno répond à mes appels, répond à mes messages. Si jamais il me dit je te rappelle plus tard parce que j'ai un truc, mais il va pas laisser tomber les gens. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois et je me sens très reconnaissante de l'avoir rencontré sur mon parcours. Alors justement, ce métier qu'on imagine compliqué, souvent on nous dit oui, il faut avoir du réseau, il faut connaître les gens. Toi, justement, tu ne connaissais personne. Personne du tout. Tu avais la bienveillance d'une maman à l'écoute et qui a décidé de t'accompagner dans ton épanouissement, ce qui est absolument divin. Mais quand on a 15 ans et qu'on se lance, quel genre de ressources, d'après toi, il faut avoir? Il n'y a pas un moment où tu as vacillé, où tu te dis c'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver? Alors si, moi déjà, il y a quelque chose qui était compliqué, c'est que donc moi j'ai perdu énormément de poids, j'étais en surpoids vraiment important quand j'avais 15 ans, je faisais 25 kilos de plus, donc il y avait aussi ce problème d'image où on n'est pas comme à aujourd'hui dans le body positive, dans l'acceptation de soi, etc. C'était vraiment quelque chose qui pour moi était notoire, j'étais pour moi différente de la plupart des chanteuses que je voyais, donc déjà il y a cet aspect-là, parce que ça te catalogue forcément en comédie musicale. Dans une époque où tout le monde était hyper skinny,
Pas forcément hyper skinny, mais en tout cas, je voyais que moi, c'était trop. Et dans le milieu de la comédie musicale, c'est un fait. La plupart des jeunes premières, des rôles principaux, elles sont minces. C'est comme ça. On peut dire ce que vous voulez. Ils ont beau dire que pas du tout, que maintenant... Non, quand tu arrives en casting, tu te rends bien compte. Et oui, c'est pas forcément super que ça se passe comme ça, mais quand tu as envie d'y arriver, bah, tu fais des efforts. Et là aussi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a soutenue dans ce régime qui a duré 2 ans, parce que c'est dur quand on est jeune. Et c'est vrai que du coup, moi, le point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que ça ne se fait pas comme ça et qu'il faut vraiment, vraiment ne jamais cesser de se former, ne jamais cesser d'y croire si on en a vraiment envie, si on a vraiment envie de réaliser ses rêves, il faut y croire. Et on y croit grâce au travail, parce qu'à chaque fois qu'on monte une marche, c'est parce qu'on a acquis de nouvelles connaissances, on a de nouveaux outils qui vont nous permettre de nous sentir plus forts et donc d'avancer. Donc c'est ça qui permet en fait de ne jamais lâcher. Et même dans les moments de down, on dit « ouais mais attends, j'ai appris ça, j'ai appris telle technique, tel truc ». Ça m'a permis aussi de rencontrer telle personne, parce que des fois aussi en formation, on rencontre des gens qui nous permettent d'en rencontrer d'autres, etc. C'est pas qu'il faut un réseau, c'est qu'il faut être ouvert aux rencontres qui nous permettent de créer ce réseau qui devient le nôtre et pas celui de quelqu'un d'autre, parce que c'est pas parce que la personne A connaît tant de personnes et que toi tu connais tant de personnes, vous êtes des personnes différentes, donc vous allez générer d'autres rencontres. Et à l'avenir, ça te proposera d'autres jobs, d'autres rendez-vous, etc. Donc, il faut juste... tout ne se fait pas... Rome ne s'est pas fait en un jour. Il faut juste se dire que ça prend un petit peu de temps. Mais à force de travail, de présence, d'implication, on y arrive. Tu as toujours eu cette détermination. À 15 ans, tu étais déjà comme ça, parce que tu nous parles de ton surpoids de 25 kilos, tu nous parles de cette robe à paillettes qui était inadaptée. C'était quoi? C'est la passion? C'était l'envie? C'était la détermination? Un trait de caractère? Je crois que c'était la passion, et parce que je suis tout à fait consciente du fait que j'ai beaucoup de chance d'avoir une mère qui m'a soutenue beaucoup. Et je pense que oui, j'en avais vraiment envie. Ma grand-mère, qui me manque terriblement, que j'ai perdue en 2023, m'a emmenée voir... Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, les 10 commandements chauds que j'ai fait et que j'adore, et ça m'a vraiment donné envie. Je trouvais ça incroyable. Et je pense qu'en fait, c'est d'imaginer faire des choses tellement différentes, de pouvoir interpréter des chansons, être dans des personnages, avoir un côté où en fait... il y a un côté, on s'amuse tout en travaillant, on a la chance de pouvoir se produire. Je pense que toutes ces choses-là, j'ai pas eu de choses précises qui m'a attirée, mais je pense que c'était un univers, mais à travers le travail, parce que je me rendais bien compte que c'était pas simple, qu'on n'y arrivait pas comme ça, et parce qu'on me l'a beaucoup répété, parce que ma prof de chant est une prof qui est dure, et dans le bon sens du terme, c'est pas quelqu'un qui va dire non mais c'est super ma chérie, t'inquiète pas, parce que ça c'est pas possible. Si on a que des gens qui vous brossent dans le sens du poil, on n'avance pas, et moi j'aime bien qu'on me pousse, donc voilà, je pense que... On va parler de tes grandes scènes et des comédies musicales. Tu as incarné Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. C'est chouette quand on entend que ta grand-mère t'avait emmenée. Juliette dans Roméo et Juliette. Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Comment tu te prépares justement à ces rôles? Tout à l'heure, tu parlais d'une hygiène de vie. Raconte-nous un peu comment tu te prépares. Alors, pour Esmeralda, c'est vrai que c'est son... Esmeralda, d'ailleurs, Juliette et Dorothy, ce sont des rôles très prenants, parce qu'on est quasiment à 70-80% sur scène, hein, donc on y est tout le temps. On se prépare déjà physiquement, où il faut jamais cesser de faire du sport, de garder un bon souffle, une bonne énergie, faire aussi attention à pas boire, ou en tout cas très peu boire, à manger quand même assez sainement, à continuer à se former perpétuellement pour entretenir sa technique vocale, son jeu, etc. Et c'est vrai que oui, Esmeralda, c'était complètement dingue. C'était pas très longtemps. Donc, ma première comédie musicale, c'était R. Et ensuite, on m'a appelée donc, pour auditionner pour la version anglaise de Notre-Dame de Paris. Donc, j'ai auditionné pour le rôle d'Esmeralda. Et donc, j'ai auditionné à Londres à l'époque. Et donc,
c'était incroyable parce que je me suis dit, purée, c'est le spectacle que ma grand-mère m'a emmené voir. Et maintenant, je vais aller le jouer 6 mois en Chine et en Corée, c'était exceptionnel. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui est très prenant, mais les chansons sont magnifiques. Ce qui était incroyable, c'est que on avait des gens qui venaient de partout. On avait des danseurs, des breakdancers. J'étais avec des chanteurs comédiens incroyables qui étaient anglais et québécois. Sur Roméo et Juliette, là, c'était la version française. Pareil, rôle très prenant, mais vraiment, c'est tellement enrichissant. Et le Magicien d'Oz, ça a été là un training pas possible, parce que là, pour le coup, je commençais avant tout le monde et je terminais après tout le monde, parce que j'avais un vrai chien, comme dans le film. Et donc, il y en a 2 pour la petite histoire. Bon, on n'est pas censé le dire, mais on le dit ici. Un chien qui faisait tout ce qui était mouvement et un chien qui faisait tout ce qui était pose, donc fixe, etc. Et donc, j'avais tous les matins des séances de training avec le dresseur et le soir également. Et donc, du coup, c'était très intense. Plus le fait que, déjà, il faut savoir que sur le Magicien d'Oz, les premières 35 minutes, on ne sort pas de scène. On est sur scène 35 minutes d'affilée, avec évidemment en plus le solo de Somewhere Over the Rainbow. Donc, c'est un show intense. On était géré par la production américaine et ça rigole pas. Donc, on avait des journées. C'était incroyable. Je garde un souvenir exceptionnel. C'était produit par Yann Herrera et je garde un merveilleux souvenir et de son équipe de production et du spectacle. Vous l'avez entendu, elle parle couramment anglais. Est-il fondamental aujourd'hui, en 2025, de parler? Est-ce que ça a été une chance pour toi et un atout de parler couramment anglais? Oui, ça a été une immense chance, grâce à ma mère qui s'est dit que ce serait une bonne idée, par exemple sur Notre-Dame, parce que quand je suis rentrée dans la pièce, ils étaient en train tous de se parler. Ils essayaient de me parler anglais comme ils étaient français, puis en fait, comme je voyais qu'ils avaient du mal, je dis, vous savez, vous pourrez me parler français si vous voulez. Il me fait, mais on savait pas que tu étais française et tout. Et oui, ça m'a beaucoup servi. Et je vois à aujourd'hui, oui, les choses s'internationalisent de plus en plus. C'est vraiment très important. Quand je travaille, même en Europe, si on ne parle pas anglais pour pouvoir se présenter des castings, des concerts, pardon, se présenter, c'est compliqué quand on parle pas anglais. Quand on est spectateur et qu'on va voir les artistes sur scène, on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Et je suis heureuse d'entendre combien tu dis travail. Et on n'imagine pas la vie de bohème. Tu viens nous raconter que tu es partie 6 mois en Chine. Enfin, ça bouge beaucoup. Ouais. Tu le vis avec bonheur, justement, quand on part en Chine, quand on part à l'autre bout de la Terre? Moi, j'étais très heureuse parce qu'en l'occurrence, j'avais jamais été ni en Chine, ni en Corée, ni au Japon. Donc, on découvre plein de choses. J'aurais jamais eu l'opportunité de voir tout ce que j'ai vu et de faire tout ce que j'ai fait si j'avais pas fait ces comédies musicales-là. Donc, c'est ça qui est formidable, c'est de me dire, j'ai fait la Grande Muraille, j'ai été voir des temples, j'ai été à Tokyo, j'étais à Kyoto, j'étais à Shanghai. Enfin, c'est dingue. Je trouve qu'on a une chance incroyable que ça s'exporte comme ça. Et il y a un tel engouement en plus des Asiatiques pour la comédie musicale française et même internationale. Je trouve ça formidable. Pour c'est tout super. Ce qui est français, parce que Alain Delon était une vedette. Exactement. Laurent Banne, n'en parlons pas. Bien sûr, c'est Laurent Banne qui a parlé de moi pour ma toute première comédie musicale qui s'appelle R, donc, et on a commencé à faire notre première comédie musicale ensemble. Quel est le rôle qui t'a le plus marqué? Ça, c'est dur comme question. J'hésite entre Esmeralda et Dorothy, pour des raisons très différentes. Je crois qu'Esmeralda, vraiment, c'était fou parce que je garde vraiment ce souvenir d'avoir été voir le spectacle. Et à aucun moment, je me serais imaginée jouer Esmeralda et en faire mon métier. À ce moment-là, je ne pensais pas comme ça. Et le Magicien d'Oz, pareil, ça c'est Bruno, le Magicien d'Oz. Et pareil, Bruno, c'est Bruno Berberes, oui, le Berberes. directeur de casting de The Voice, le directeur de casting de toutes les comédies musicales. C'est inutile de continuer à vous le présenter. Et c'est vrai que pareil, Dorothy, c'était incroyable parce qu'avec toute cette formation avec les chiens, c'était un très 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 beau rôle et je regrette que le spectacle n'ait pas continué plus longtemps, mais c'était magnifique. En 2025, être un artiste, c'est se former, c'est avoir ce talent. Si on a une pointe de talent, c'est se former encore plus. Et le travail d'image sur les réseaux sociaux. The Voice et la visibilité médiatique. En 2017, tu rejoins l'équipe de Florent Pagny dans The Voice.
Qu'est-ce qui t'a poussé à tenter cette aventure? Bruno. En fait, Bruno m'a appelé m'a appelé pendant pas mal d'années. Au début, je voulais pas trop parce que s'exposer médiatiquement après avoir joué pas mal de rôles principaux dans des comédies musicales, ça fait peur. Et il me dit mais non, parce que le grand public remet ta carrière en cause si tu n'es pas sélectionné. Parce qu'ils ne se posent pas la question. Eux, c'est juste, il n'y a personne qui s'est retourné. Mais derrière, que tu as un CV long comme mon bras ou qu'il fasse une phalange, ils s'en fichent, les gens. Et moi, j'avais peur de ça. Je me suis dit, mais si jamais personne se retourne, ça me décrédibilise totalement. Et Bruno m'a dit, non, je suis certaine que tu en auras au moins un. Je suis certain que tu en auras au moins un. J'étais sûre. Et il me dit, oui, bon. Et puis voilà, et puis j'en ai eu 3. Donc j'ai eu la chance de choisir celui que je voulais en plus. Donc c'était une aventure très intéressante. Ouais. Qu'est-ce que cette exposition t'a ouvert? Est-ce que ça t'a ouvert des nouvelles portes? Est-ce que ça t'a servi dans ta carrière? Pour être très honnête, pas tant que ça, parce que du coup, je travaillais déjà, mais je pense que ça a fait plaisir à pas mal de programmateurs avec lesquels j'ai travaillé pour ce qui est concerts, prestations événementielles, etc. Parce que pour eux, c'est toujours sympa de pouvoir mettre ça dans la carte de visite, entre guillemets, quand ils me prenaient ou quand ils parlaient de moi. Mais par contre, c'était très sympa de voir les coulisses de la télé pour une émission comme ça et de voir comment on gère la pression aussi, parce que c'est beaucoup de pression, hein. C'est pas pareil, on n'a pas le même stress quand on fait une comédie musicale que quand on va faire une télé, ça n'a rien à voir. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est one shot. The Voice, il n'y a pas on s'arrête pas, on recommence pas, tu te foires, hein. Donc c'est une grosse pression, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, du moment où tu fais ta première note, ça y est, le TGV est lancé, quoi. As-tu créé une relation particulière avec un des jurys? Est-ce que tu as maintenu une amitié? Est-ce que ça t'a permis d'ouvrir un chemin particulier dans ta carrière? Non, pas plus que ça. Après, là, j'ai fait un concert l'année dernière. C'était à la salle Pleyel pour le Bleuet de France, où il y avait également Florent Pagny qui était là, mais on ne s'est même pas croisés. Donc, c'est pour dire... non, comme quoi, le réseautage, etc., vous l'entendez, n'existe pas. Vous êtes seul à travailler. Bien sûr. Vous allez pouvoir croiser des directeurs de casting ou des donneurs d'ordre du métier qui vous tendent la main si vous avez du talent. 5 ans, les Folies Grusses. 5 ans. Alors, ce qui est rigolo, c'est que lorsqu'on t'entend parler de ton enfance, tu as parlé de cavalerie quand même, hein, oui. ce désir de chant et cette passion. Ça fait 5 ans que tu as intégré les Folies Grusses. Alors, raconte-nous, c'est un casting? Alors, pas du tout. Les Folies Grusses, donc je les ai intégrées en 2019. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, il me semble, en 2018, j'ai interprété un rôle sur le showcase d'une comédie musicale que mon meilleur ami a écrite, qui s'appelait Les Liaisons Dangereuses. Et dans le public était un monsieur qui s'appelle Jamel Temal, qui s'occupe d'une boîte qui s'appelle l'Événement Spectacle, qui gère tout ce qui est CE, même qui fait de la coproduction, etc. Et Jamel a beaucoup aimé mon interprétation du rôle. Il vient me voir et on discute, et puis il me dit « Mais c'est quoi l'un de tes rêves ?» Je dis « Moi, je rêve de chanter dans un spectacle équestre. » Parce que quelques années plus tôt, j'étais pressentie pour chanter sur le spectacle Cavalia, dont tu as peut-être déjà entendu parler, qui était un spectacle itinérant avec des dizaines de chevaux. Et puis finalement, le spectacle s'est arrêté, enfin bref. Et donc, il me dit « je crois que les Grusses cherchent une chanteuse. » Je dis « Mais non. » Il me dit « Attends, je vais appeler. » Et il se trouve qu'il appelle, et ils venaient de trouver leur chanteuse 3 jours plus tôt. Donc, moi, j'étais dégoûtée, ok. Bon, le temps passe. Et puis, 2019, été 2019, j'ai un appel de Jamel. Je me souviens, je reçois un texto à 6h15 du matin. Il me dit « Écoute, je crois que les Grusses cherchent à nouveau. Firmin va t'appeler. » Je suis OK. Firmin Gruss, qu'on a reçu, que vous avez découvert ici. Voilà. Il y a 1 an, je crois. Ah, d'accord. Et donc, Firmin m'appelle. « Bonjour Candice, voilà, je vous appelle parce qu'on cherche une chanteuse. C'est Jamel qui m'a donné vos coordonnées. Est-ce que vous seriez disponible ?» Alors, je dis oui, mais ça commence quand? Parce que je lui dis « Moi, je pars en vacances demain. »
Et il me dit non, c'est bon, ça commence que les répètes dans 2 semaines. Donc du coup, il me dit bon bah voilà, bah, si vous êtes d'accord, donc c'est pour chanter dans un spectacle équestre et tout. Et moi j'étais comme une dingue, j'étais trop contente. Et donc là du coup Stéphane Grus, son frère, me contacte, il m'envoie toutes les chansons et tout. Et donc j'ai appris les chansons pendant les vacances et je suis rentrée la veille et j'ai commencé les répétitions et l'histoire a commencé du jour où le cirque Alexis Grus sont devenus les Folies Grus. Et les Folies Grus, c'est maintenant un spectacle avec un pré-show, avec de la restauration, avec le spectacle, avec une rencontre avec les artistes après le spectacle, avec un orchestre en live, avec plusieurs intervenants. On a fait 5 spectacles différents depuis que je suis avec eux. Et donc, je suis arrivée depuis que c'est tout ce nouveau concept qui est du coup très interactif et très immersif, où on rentre vraiment dans la famille. Du moment où on rentre dans ce chapiteau, on rentre dans la famille. Et du coup, j'étais ravie parce que du coup, je fais partie de cette création. Et je suis très fière d'avoir pu intégrer les Folies Grus, d'avoir pu être au contact de cette famille qui est absolument incroyable, évidemment, parce qu'ils savent tout faire. Ils ont évidemment une réputation dont on ne parle même plus. Et puis moi, de pouvoir tous les jours voir des chevaux devant moi, de pouvoir, sur l'un des spectacles, j'avais un petit numéro où j'étais à cheval, d'être avec des musiciens en live tous les jours, avec mon chef d'orchestre Sylvain Roland, qui est devenu un ami. C'est formidable. Porter cette magnifique robe à paillettes. Oui, exactement. Qui est absolument divine. Et c'est ça ce que j'aime dans ton récit. Recevoir un appel à 6h15 du matin, partir en vacances, mais devoir travailler pour préparer son rôle. Être un artiste, c'est ça. Être un artiste, c'est vivre 24 heures sur 24 de sa passion. Et surtout, pour avoir assisté tant de fois aux Folies Grus, le dimanche, c'est de midi à minuit, je crois. Ah oui, c'est très intense. C'est très intense, c'est... le pré-show, l'après-show, c'est être en immersion, c'est chanter, c'est se préparer. Raconte-moi ton hygiène de vie. Je veux vraiment que tu nous donnes tes tips. Est-ce que le matin, tu te lèves, tu bois un verre d'eau? Comment Alors, tu fais? le matin... Je la regarde et quand je parle de ton teint diaphane, tu es particulièrement belle. Est-ce on imagine que tu as une sorte de rigueur, c'est ça? Oui, j'ai une rigueur. Une vraie rigueur. Ouais, une vraie rigueur. On me l'a souvent, quand je dis reprocher, c'est-à-dire qu'il faut savoir que l'hygiène de vie de l'artiste, pour ceux qui en ont une à laquelle ils se tiennent vraiment, peut être embêtant pour les amis, pour la famille, pour les événements, etc. Parce que forcément, tu ne te rends pas toujours disponible. Et puis, c'est vrai que c'est lié à beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, veille de chanter, je ne bois pas une goutte d'alcool parce que ça me modifie vraiment ma voix. J'essaie de faire attention à mon sommeil au maximum, même si y a des périodes où on dort moins bien, etc. Je fais du sport au minimum 3 fois par semaine. Donc, dès que je suis un peu en déplacement, c'est pas toujours évident parce que j'aime bien aller courir, j'aime bien faire des choses cardio, etc. Oui, je fais attention à ce que je mange aussi. En plus, moi, comme je te l'ai dit, je prends du poids facilement. Donc, voilà. Je travaille ma voix au minimum 5 jours par semaine. Tous ces éléments-là, j'avoue, des fois, je vais refuser des sorties parce que je sais que je chante le lendemain, parce que je sais qu'il faut que je sois reposée. Je vais pas boire ou manger tel truc avant de chanter. Par exemple, il y a des choses qu'il faut pas manger avant de chanter, qu'il faut pas boire avant de chanter. Chacun est différent. Mais c'est vrai que c'est une hygiène de vie qui est oui, c'est une vie, c'est permanent. On y pense tout le temps. Et tes projets sont toujours et encore permanent. Les 22 et 23 mars, tu seras en concert à Montluel, près de Lyon, et ensuite en Polynésie. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que les spectateurs peuvent attendre de ces concerts? C'est quoi? Alors, les 22 et 23 mars, c'est donc 2 concerts où il y aura en effet 8 musiciens. Et je serai avec Nuno Rezende, formidable chanteur que vous avez également pu voir dans The Voice, comédie musicale, etc. On sera en concert, en solo, en duo. Ce sera un concert qui durera à peu près 1h15, qui est au profit de l'association LIN, donc pour les enfants qui sont dans le besoin, enfants qui ont le cancer, etc. Donc c'est vraiment un joli concert pour
dans un but précis. On fera un concert le samedi, un concert le dimanche. Donc les places sont disponibles en ligne. Et là, il y aura aussi bien de la pop que de la comédie musicale, que des chansons un petit peu plus rock. Il y aura vraiment de tout, français, anglais, espagnol. Donc on vous invite à venir. Et en Polynésie, j'ai la chance de repartir au mois d'octobre. Et là, je ferai 2 concerts sur les croisières du Ponant. Donc il y aura un concert qui sera plutôt axé jazz et un autre concert qui sera là plus totalement musique de film, comédie musicale. Donc c'est mon agent Richard Bonneau pour les bateaux de croisière justement qui me fait faire ces concerts et je leur remercie. Paris engagé, on mettra toutes les informations. Engagé. Et puis d'autres expériences. Tu es la chanteuse officielle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Comment es-tu rentrée dans ce projet ? Alors, c'est grâce à l'association pour laquelle je suis ambassadrice. Donc, je suis ambassadrice d'une association qui s'appelle Audition Solidarité, qui s'occupe d'appareiller des enfants dans le monde, même aussi des adultes, des personnes qui sont en déficience auditive. Et je suis donc ambassadrice maintenant depuis 2015. Et un jour, j'ai donc Jean-Yves Paclet, avec qui je fais ces concerts à Montluel, qui m'appelle et qui me dit voilà, je suis au conservatoire, là, je suis à la salle à Châtenay-Malabry et je reçois l'orchestre des pompiers. Mets un t-shirt Audition Solidarité, viens nous rejoindre, ce serait bien que tu les rencontres. Ok, comme ça tu viens à la séance de prévention, puis tu les rencontres. Ok, d'accord. Non, j'étais dispo, je suis partie dans les 15 minutes. Moi, ça me faisait trop plaisir. Vous l'entendez, c'est fondamental de savoir saisir les opportunités. Quand on peut, oui, j'avais la chance, j'étais là. Donc, ils sont un mouvement créateur exceptionnel. Je dis, c'est formidable, je suis à Paris aujourd'hui, donc ok, j'arrive. Donc, je m'habille, hop, je pars. Et ils étaient donc en séance de prévention. Donc, séance de prévention, c'est pour dire aux gens, voilà, n'écoutez pas la musique trop fort, faites attention à vos oreilles, etc. Et puis, voilà, on sympathise donc avec mon chef d'orchestre, le sergent-chef Julien Voisin, et puis on reste en contact. Et il m'appelle un an plus tard, presque un an plus tard, et il m'appelle, il me dit Candice, il me dit je suis désolée de vous déranger. Il me laisse un message d'ailleurs parce que je me souviens parfaitement, je faisais une télé à l'époque avec Alex Jaffray pour son spectacle et il était 23h et il me dit demain en fait on a un pompier qui est mort au feu, est-ce que vous accepteriez de venir chanter, on fait un tournage pour lui rendre hommage. Il me dit c'est pas payé, tout ça. Je dis non, c'est bon, envoyez-moi la chanson, il n'y a pas de problème, je sais où, c'est quand, à quelle heure, il n'y a pas de problème, je suis là demain. Donc à l'époque, c'était Alléluia, et je la connaissais pas par cœur cette chanson, enfin voilà. Donc je suis rentrée de la télé, je l'ai apprise dans la nuit, et le lendemain matin, on a fait ce tournage. Et du coup, le général s'est rendu compte que y avait une implication et que il y avait pas de besoin matériel ou quoi que ce soit. Je l'avais vraiment fait avec le cœur, quoi. Du coup, on s'est vraiment entendu. Julien m'a rappelé pour des concerts parce que c'est vrai que les pompiers ne font pas que des cérémonies officielles, ils font aussi des concerts pop, etc. Et donc, il m'a appelé et puis on reste en contact. Et puis, un beau matin, il me dit, on est à nouveau mis à l'honneur pour le défilé du 14 juillet. Et moi, j'aimerais bien que tu le fasses avec nous. Donc, je vais proposer le dossier et j'aimerais bien qu'on essaie de proposer une chanson originale, etc. Et donc, il faut savoir que le défilé militaire du 14 juillet est organisé par le gouverneur militaire de Paris, pas par l'Élysée, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, il propose le projet et il me dit, c'est bon, ça passe, ils acceptent que tu sois là. Par contre, ils aimeraient bien que tu fasses, en plus du tableau, parce que j'ai fait donc un tableau avec des extraits des faits d'actualité de cette année, puis ils aimeraient bien une chanson un peu type Johnny, mais moi, j'aimerais bien leur proposer une création. Là, je me dis, mais il dit, je sais pas qui contacter. Je dis, moi, je sais. On va contacter Rick Allison et Thierry Sforza. Je suis sûre qu'ils vont faire une chanson qui sera adéquate. Ça va pas louper. Je les appelle. Ils me disent, super, ouais, carrément. On a fait les réunions de travail, etc. Entre-temps, se rajoute le fait que je vais aussi chanter la Marseillaise. Donc, c'était un tableau de 13 minutes 30. C'est juste incroyable, parce que ce n'est jamais arrivé. Diffusé sur TF1. TF1, 14 millions de téléspectateurs. La fête nationale du 14 juillet, vue par tout le monde. Incroyable. Le général me dit, je veux pas vous mettre la pression, mais 14 millions de téléspectateurs, le président, je dis, oui, je sais. je vais tomber les pommes. Donc, bon. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et on a, pendant toute la semaine qui précédait, on répétait en condition, donc on répétait la nuit entre 1h et 6h du matin parce qu'on fermait tout ce qui était Arc de Triomphe, Champs-Élysées et on répétait en condition. Donc on avait des horaires complètement décalés parce qu'on dormait, après on allait répéter, après on répétait aussi à Versailles, à Satory.
Et puis voilà, et puis le jour J, c'était fou parce que pression incroyable. Et en fait, ce qui était dingue, c'est que donc, déjà moi, il faut savoir que ma grand-mère, elle regardait tous les 14 juillet. Et c'était son rêve pour elle d'en voir un jour. Et j'ai réussi à réaliser son rêve parce qu'elle était en tribune présidentielle. Et du coup, quand j'ai posé le pied sur la margelle, je me suis dit, il faut absolument que tu te souviennes de ce moment. Et mon stress a divisé par 10 parce que je me suis dit, c'est unique. J'étais là et j'ai vu tous les Champs-Élysées, la tribune. J'ai cherché ma grand-mère, je ne l'ai pas trouvée. Mais je me suis dit, c'est incroyable. Et j'ai réellement réussi à profiter du moment parce que je me souviens de plein de choses. J'ai pas subi la prestation. Et c'était fou. Et je me souviens, j'en ai des frissons quand j'y pense. Le moment où je chante pas dans la Marseillaise, j'ai cherché ma grand-mère dans le public, je l'ai pas vue, mais je me suis dit, putain, c'est fou, j'ai réalisé son rêve, elle est là. Et donc, je suis très heureuse de ça. Et je suis très heureuse d'avoir eu la chance de faire un tel événement dans ma carrière et d'avoir été aux côtés de la musique des sapeurs-pompiers de Paris. Et quelques mois plus tard, du coup, je me suis engagée. Je suis devenue réserviste citoyenne auprès de la BSPP. Donc Qu'est-ce c'est que un c'est, tout. ça Alors, c'est quand, en fait, on s'engage auprès d'une armée, d'une brigade, d'un corps d'armée. Donc, moi, j'ai choisi les sapeurs-pompiers. Et de par ce qu'on va faire, son implication, on fait rayonner en fait la brigade aux yeux de la France ou du monde même. Et donc moi, à travers les concerts, à travers le fait de parler d'eux, à travers le fait de les mettre en avant dans certaines choses, je continue à faire rayonner la brigade, à parler d'eux et que on entende parler d'eux aussi dans différents contextes. C'est pas pour faire de la pub, c'est en fait pour avoir il y a une implication qui est liée à des valeurs et à une envie en fait de dire ce sont des personnes qui peuvent mourir pour nous, qui vont aller nous sauver dans les flammes. Et ça, d'une manière, on leur rend hommage justement en parlant d'eux et en les mettant en avant de toute forme qu'on puisse. Il y a également Marie-Sophie Lacaro, qui est présentatrice sur TF1, qui est devenue réserviste il n'y a pas très longtemps également. Et donc, on met ça en avant parce que ça permet aussi de les mettre en avant, quoi. Candice Paris, tu incarnes pour moi la quintessence de l'artiste. Pourquoi ? Parce que tu parles d'un mouvement créateur motivé par le cœur. Quand on t'appelle à 11h du soir et tu dis « mais évidemment, je viens, mais on s'en fiche si c'est payé ou pas, je viens ». Ce travail, cette méthode, cette remise en question, et à aucun moment on soupçonne une envie de fame. Tu as été ultra médiatisé, premier rôle. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu envie de plus, où tu as pris un peu la grosse tête ? Non, j'ai pas pris la grosse tête. Je pense qu'on a toujours envie de plus parce qu'en fait, la question se pose. Pourquoi est-ce qu'on a envie de plus ? On a envie de plus parce qu'on a envie de se dépasser. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai des objectifs. J'ai des cases que dans toute ma vie, j'ai essayé de remplir. Chaque année, je me dis, celui-là, il faut que j'y arrive cette fois-ci. Et je me dis, donc pour ça, il faut que je me dépasse. Récemment, j'ai passé une audition pour quelque chose qui me tient à cœur depuis des années. Si jamais ça se fait, je t'en parlerai. Et je me suis vraiment challengée pour. Et en fait, c'est ça. Le fait de vouloir plus, c'est parce que le dépassement de soi, c'est fondamental. Le fait de stagner, de rester confortable dans ses acquis, c'est ennuyeux. Moi, je trouve ça très, très ennuyeux. Et c'est pour ça aussi, je pense que j'aime la comédie musicale, parce que c'est varié. Du coup, on est obligé de toucher à tout, mais on est obligé de se former pour pouvoir être dans tous ces domaines qui sont riches en comédie musicale. Donc, vouloir plus, oui. Après, vouloir être connu, j'ai jamais pensé comme ça, tout simplement parce que on en a souvent reparlé avec ma mère. Elle me disait, quand t'étais petite, tu m'as jamais dit, moi je veux être une star. Et ça, on l'entend souvent aujourd'hui. C'est pas je veux être chanteuse, c'est je veux être une star. C'est pas la même chose. Et moi, ma mère, elle m'a dit clairement, tu veux être chanteuse, ok, mais je peux t'assurer que tu vas travailler par contre, quoi. Parce que ma mère, elle nous inscrivait à une activité, c'était même si ça te plaît pas au bout d'une semaine, tu vas au bout de l'année. C'est tant pis pour toi, quoi. Et je crois que c'est ça, en fait. Je crois que c'est ce qui est très important, c'est aussi l'entourage que tu as. Je me sens très chanceuse, mais c'est le soutien que tu as. Il faut t'entourer de personnes, si ce n'est pas ta famille, de t'entourer d'amis
ou en tout cas de professionnels qui vont te soutenir, te motiver au quotidien et te dire que ça n'arrive pas en claquant des doigts et que oui, il y a une part de chance, mais ce n'est pas fait que de chance. Je pense qu'il n'y a pas de hasard et des fois, c'est lié au fait que justement, tu as tout fait pour, en fait. En tout cas, tu auras donné ton maximum, même si des fois, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas regretter de ne pas avoir essayé. Cette audition qui te tient à cœur, comment tu t'es préparée pour tous les auditeurs qui nous écoutent avant de passer un casting? Comment tu fais? Alors déjà, il faut savoir qu'on a un temps imparti. On doit envoyer des choses en une semaine. On nous envoie quasiment 30 minutes de chansons qu'on ne connaît pas, qui sont des chansons très techniques. Des fois aussi avec des choses qu'on doit apprendre en plus. C'est simple, quand j'ai reçu, j'ai passé mon temps... Alors, parce que c'est la 3e audition pour cet organisme que je passe. Et en fait, ça fait 2 fois que je touche le truc du bout des doigts parce que je suis arrivée 2e 2 fois. C'est la vie. Et du coup, alors, dès que je reçois les choses, j'écoute en boucle. J'écoute aux toilettes, j'écoute quand je mange, je vais me chanter les trucs, je vais relire les partitions. Programmation. La nuit, programmation. Quand je fais les comédies musicales, notamment quand j'avais fait Le Magicien d'Oz, c'est ça. C'est jukebox toute la nuit dans la tête. Tu te réveilles, tu penses chanson, tu penses ce que tu dois faire. Et c'est ça, en fait. C'est jamais lâcher ton objectif et te dire... Ouais, purée, on reçoit les trucs, on se dit, mais oh là là, mais je vais jamais y arriver tellement il y en a, etc. Non, il faut surtout pas se dire ça, il faut dire chaque chose en son temps. Il faut savoir qu'au bout d'une heure, au bout d'une journée, le cerveau intègre différemment. Tous les soirs avant de te coucher, tu réécoutes parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Le cerveau, avant de te coucher, si tu as lu un texte, si tu as écouté une chanson, il va retenir 2 fois plus que si tu as juste fait la journée et que le soir, tu laisses tomber. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et donc, tu es en boucle et tu gères ton emploi du temps, c'est-à-dire que moi je sais très bien, c'est tombé une semaine où j'avais des trucs, donc j'avais des shows, j'avais des rendez-vous, t'as pas le choix, t'as une vie active. Et du coup, tu te dis, c'est pas grave, je vais mettre mon réveil plus tôt, je vais me coucher plus tard, je vais moins dormir, mais je veux tellement y arriver que ça va le faire. Et en tout cas, à la fin de la semaine, tu te dis, je ne sais pas, on verra si ça arrive, mais en tout cas, j'aurais donné le meilleur de moi-même, je me serais donné les moyens. Je suis même allée prendre un cours avec quelqu'un pour me former à quelque chose qu'on me demandait. Donc cette personne se reconnaîtra et je le remercie vivement parce qu'il m'a énormément aidée, parce que c'était une compétence que je n'avais pas du tout. Donc j'ai pris un cours de 2 heures avec lui et il m'a vraiment beaucoup aidée. Et voilà, tu ne lâches pas ton objectif. Et au moins, quand tu arrives au bout, tu renvoies les trucs, tu te dis, c'est bon, j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant, c'est pas moi qui décide. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Candice, celle qui a découvert la musique à 6 ans, en tout cas l'incidence que la musique avait sur elle, celle qui rêvait de monter sur scène? Je crois que je lui dirais, aie un peu plus confiance en toi. Je crois que je lui dirais vraiment, ne doute pas autant de toi, fais-toi confiance, ne t'excuse pas d'être là les 3/4 du temps. C'est malheureusement quelque chose, je pense, qui a été lié aussi au mal-être que j'ai pu ressentir parfois par rapport à mon physique, par rapport à des émotions, à des choses que j'ai vécues, etc. Et je lui dirais, fais-toi confiance. Au pire, tu te trompes, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave du tout. On apprend de ses erreurs, on grandit, il y a rien de grave, il y a des choses bien plus graves dans la vie. Tu es une artiste, tu es là pour donner du sourire aux gens. On n'est pas en train de te demander de sauver des vies, tu donnes du sourire, donc fais-toi confiance. Si tu te fais du bien, tu feras du bien aux autres. Et tu es bien placé pour le savoir en tant que coach. Si tu te sens bien dans tes pompes, si tu partages quelque chose de solaire, de positif, ça va être à double sens. Donc juste de se faire plus confiance, d'être plus sûr de soi, la personne en face de toi va ressentir ça. Un public, si tu fais les choses à moitié, il le sentira. Si tu fais les choses à 100%, il le sentira également. Et c'est pour ça que ça a toujours été difficile aussi pour moi de ne pas être fatiguée et tout, parce que je ne sais pas faire les choses à moitié, j'ai été formée comme ça. Et quand je vais faire un spectacle, je vais le faire au maximum, parce que j'ai pas envie que les gens soient déçus. Même le mec qui a payé sa place 5 €, qui est au fin fond d'une salle de je sais pas combien de trucs, même s'il y a 3 personnes dans la salle, ils sont là et tu te donnes au maximum parce que la personne est contente d'être là, donc faut lui faire plaisir et faut que la personne soit heureuse. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour 2025 ? Est-ce que tu as déjà pensé
le cinéma, de la fiction. Oui, alors j'ai beaucoup pensé parce que c'est vrai que c'est un côté qui m'attire beaucoup. Récemment, j'avais souri parce que tu as interviewé Bruno Delahaye, que j'avais vu il n'y a pas très longtemps, qui m'avait auditionné pour justement une série autour de la musique, de la comédie, etc. Il y a quelques années, on s'était revus il n'y a pas longtemps sur un casting et je vais notamment faire son stage donc, au mois d'avril. Et c'est vrai que tout cet aspect un petit peu justement jeu devant la caméra, donc à l'époque j'avais fait un stage au cours Florent justement que j'avais trouvé très intéressant, je trouve que c'est une autre branche, justement un autre domaine à creuser et de peut-être découvrir tout ce côté un petit peu devant une caméra plutôt que le spectacle vivant. C'est vrai que moi je suis passionnée de spectacle vivant parce que c'est sur le moment, c'est là que ça se passe et tout, mais c'est vrai que le jeu devant la caméra c'est totalement différent et je pense qu'il y a plein de choses à apprendre et à découvrir. Candice Paris, merci pour ce moment vibrant. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.